Son ambition l'a propulsé vers les sommets, et droit vers le danger. Bienvenue dans Dossier Mystère, je suis votre animateur Étienne. J'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez. Laissez-moi un commentaire et partagez votre expérience. Vos messages sont très importants pour nous. C'est parti. C'était le genre d'après-midi qui rendait plutôt sentimentale la campagne anglaise. Un ciel d'un bleu tendre, un doux soleil scintillant à travers les arbres et les jardins du manoir Netterley en pleine floraison pour la fête annuelle. Les villageois de Chipping Edgecombe, élégants et animés dans leurs plus belles robes d'été et chapeaux de paille, se sont rassemblés en groupes paresseux sous des banderoles flottantes. Il y avait des stands de gâteaux et de noix de coco, une tente à thé tenue par le Women's Institute et même une modeste exposition aéronautique organisée par le colonel Lucius Harrington, retraité de la RAF, qui était retourné dans sa maison ancestrale 2 ans auparavant. À une petite table près de la roseraie, Miss Marple était assise en train de tricoter, son châle en dentelle blanche soigneusement épinglé sur ses épaules, malgré la chaleur de la journée. Son visage placide était intensément penché sur ses aiguilles, même si ses yeux bleus perçants ne manquaient que très peu de choses, les regards timides entre la jeune Alice Portman et le neveu du vicaire, le sourire serré de Madame Redfern, alors qu'elle regardait son mari engager une conversation animée avec Lady Whitcomb, et les tics nerveux de M. Félix Brand, l'homme d'affaires nouvellement arrivé qui, selon la rumeur, aurait échappé à un vague scandale à Londres. Le point culminant de la fête devait être l'arrivée de M. Victor Denham, la plus récente célébrité du village, un jeune pilote audacieux qui s'était fait un nom avec des vols d'exhibition à travers l'Europe. Il devait présenter un bref spectacle aérien au-dessus des champs au-delà du manoir, un régal pour les enfants locaux et une source de fierté pour la communauté. Un peu avant 3 heures, la foule excitée tendit le cou, tandis qu'un léger bourdonnement s'amplifiait, venant des collines lointaines. Bientôt un biplan argenté apparut, plongeant et roulant en boucle ludique. Des acclamations et des applaudissements ont suivi chaque cascade, et M. Denham a salué depuis le cockpit, son écharpe blanche flottant de façon spectaculaire. Le tricot de Miss Marple s'arrêta au milieu d'une maille. Elle regarda l'avion s'incliner brusquement, survoler le terrain du manoir, puis remonter dans le ciel brillant. « Plutôt audacieux, n'est-ce pas ?» murmura Madame Calthorpe, une veuve potelée assise à côté d'elle. Miss Marple sourit doucement. « Peut-être un peu trop audacieux, dit-elle. » Le biplan a effectué un dernier geste, une manœuvre audacieuse en tire-bouchon, puis s'est redressé, grimpant régulièrement. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse demi-tour et atterrisse dans le champ adjacent. Mais au lieu de cela, il a continué à grimper, jusqu'à devenir un petit point scintillant sur le bleu. Quelques murmures perplexes résonnèrent dans l'assemblée. La trajectoire de vol était inhabituelle. Madame Redfern serra le bras de son mari. « Est-ce que ça fait partie du spectacle, tu penses ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Les minutes s'éternisaient. Le reflet argenté est devenu de plus en plus petit, jusqu'à disparaître complètement de la vue. Il y eut un silence étrange et lourd à travers la fête. Les enfants ont arrêté de rire. Quelques hommes, parmi lesquels le colonel Harrington, commencèrent à murmurer avec inquiétude, se protégeant les yeux du soleil. Le colonel Harrington s'éclaircit la gorge. « Probablement un problème mineur, » dit-il, ne semblant pas entièrement convaincu. Peut-être un atterrissage forcé, par précaution, sans aucun doute. La fête s'est ensuite déroulée de manière gênante, mais l'atmosphère festive s'était transformée en quelque chose de tendu et d'inquiétant. Les groupes se séparèrent. Les conversations sont devenues silencieuses. Un par un, les villageois se dirigèrent vers le chemin qui menait aux collines, tendant le cou à la recherche du moindre signe du pilote disparu. Au coucher du soleil, une recherche officielle était en cours. C'est un ouvrier agricole local nommé Peter Mudge qui a découvert l'épave, non pas dans les champs attendus, mais bien au-delà, au fond d'un fourré près de l'ancienne carrière, à un endroit considéré
comme dangereux et rarement visité. L'avion était écrasé parmi les rochers, ses ailes cassées comme des allumettes. Le corps de M. Victor Denham a été découvert à quelques mètres de là, brisé et sans vie, mais curieusement, le parachute attaché à son dos n'était pas ouvert. Miss Marple, debout au bord de la Seine avec plusieurs autres villageois, observait tout avec une attention particulière. Il y a eu des cris de accident et de panne moteur, des spéculations selon lesquelles le biplan avait mal fonctionné lors de son vol acrobatique. Pourtant, l'esprit de Miss Marple, entraîné par des décennies de potins villageois et d'observations humaines, a doucement dissipé ces hypothèses. Un jeune homme comme Victor Denham, connu pour sa minutie et sa réputation raffinée, aurait sûrement utilisé son parachute s'il avait réalisé que l'avion était en panne. Et pourquoi s'écraser si loin des champs désignés, à proximité d'une carrière désaffectée dont personne n'avait parlé pendant la fête? Dixam, yeux bleu pâle de Miss Marple se sont légèrement aiguisés, même si son expression est restée aussi douce que jamais. Elle remit son tricot dans son panier en osier, ses pensées commençant déjà à trier les fils curieux et inquiétants qui pendaient maintenant dans le petit monde bien rangé de Chipping Edgecombe. Quelque part, elle en était sûre, quelqu'un se disait déjà que la mort de Victor Denham avait résolu un problème gênant. Et Miss Marple, qui savait mieux que quiconque que le mal avait si souvent les visages les plus fades, prit une décision discrète. Elle resterait un peu plus longtemps au manoir Netherley pour tricoter, regarder et attendre. Car le mal, dans sa longue expérience, avait une façon de se trahir, si l'on était assez patient. Le lendemain de la fête, l'aube était humide et grise, avec une fine brume s'enroulant au-dessus des haies de Chipping Edgecombe. C'était le genre de temps qui encourageait les gens à se serrer plus près autour des tables du petit déjeuner et à chuchoter leurs théories d'une voix baissée par une délicieuse peur. Au petit bureau de poste de High Street, Madame Pennington, la maîtresse de poste, était déjà en pleine discussion avec M. Hubert Sims, le boucher du village. « Panne de moteur, écoutez mes mots », a déclaré Madame Pennington, découpant une feuille de timbre dans un rouleau plus grand, avec une férocité surprenante. « Ces machines, rien que des pièges mortels, à mon avis. » Monsieur Sims, un homme, corpulent au teint fleuri, se pencha plus près. « Une panne de moteur, hein? C'est drôle cependant, le jeune Denham n'était pas idiot. Il se vantait toujours que son précieux avion était en parfait état. Il ne montrait pas s'il pensait qu'il y avait un risque. La vantardise est une chose, monsieur Sims, dit sévèrement Madame Pennington, et l'orgueil précède la chute, comme nous le dit le bon livre. Leur voix baissait plus bas, presque conspiratrice. D'autres aussi se rassemblaient en groupe, chez le marchand de légumes, à la boulangerie, au coin du presbytère. Chaque groupe tissant sa propre tapisserie de spéculation. Au presbytère, le révérend James Redfern a essayé de maintenir un ton de tristesse digne, tout en parlant à sa femme. « Nous devons faire attention à ne pas nous livrer à des commérages, ma chère, dit-il en beurrant son toast avec précaution. Ce serait très peu chrétien. Madame Redfern, une femme mince aux yeux anxieux, hocha la tête, mais ne parvint pas à réprimer son empressement. Pourtant, c'était étrange, James. On dit que le parachute n'a pas été touché. Pourquoi, s'il avait eu le temps d'essayer un tire-bouchon sophistiqué dans les airs, ne l'a-t-il pas utilisé? Le vicaire fronça les sourcils mais ne répondit rien. Pendant ce temps, au salon de thé, Alice Portman était assise avec son amie Elsie Warden, les deux filles discutant à voix basse et essoufflées. « Il était en difficulté, » dit Alice, les yeux écarquillés. « Je l'ai entendu de Harry Moss. Victor Denham devait de l'argent, beaucoup. Il était désespéré. » La bouche d'Elsie formait un parfait O de choc. « Mais qui... » « Peut-être qu'il s'est écrasé exprès, » risqua Alice, à moitié ravie, à moitié horrifiée par sa propre suggestion. De l'autre côté de la place du village, à Netherley Manor, le colonel Harrington recevait la police. L'inspecteur Graves, un homme au mouvement lent, aux sourcils épais et à la voix grondante, prenait des notes dans un petit cahier usé tout en écoutant le récit du colonel. « Je n'ai rien vu d'extraordinaire, » a déclaré Harrington avec
Raide, un spectacle splendide. Puis il a continué à grimper. L'inspecteur Graves pinça les lèvres. Des ennemis personnels, monsieur? Des problèmes financiers? Aucun à ma connaissance, a déclaré Harrington. Mais vous savez à quoi ressemblent ces jeunes gens aujourd'hui. Ils courent partout, se font des ennemis sans même s'en apercevoir. Miss Marple, assise modestement avec sa broderie dans le salon voisin, écoutait sans avoir l'air de le faire. Elle a noté que le colonel avait évité de mentionner que Victor Denham avait été vu se disputer violemment 2 soirs auparavant avec Félix Brand à l'extérieur du pub. Une dispute dont ont en fait été témoins pas moins de 3 paroissiens, dont le jeune Tommy Redfern, qui n'était pas connu pour sa discrétion. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple s'est aventurée elle-même au village, apparemment pour poster une lettre. En vérité, elle avait l'intention de capter les rumeurs qui tourbillonnaient, comme des feuilles d'automne à travers Chipping Edgecombe. Au bureau de poste, Madame Pennington s'éclaira immédiatement en la voyant. « Terrible affaire, Miss. »« Marple, » commença-t-elle en baissant la voix de manière théâtrale. « Un tel gâchis, une telle tragédie. »« Très triste, » approuva Miss Marple en secouant doucement la tête. « J'ai entendu dire qu'on pensait bien à lui. » Madame Pennington hésita, sentant l'invitation délicate. « Eh bien, oui et non. Vous savez ce qu'on dit des beaux jeunes hommes qui reviennent à la maison avec trop de succès. Jalousie, envie et d'autres choses. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « D'autres choses, chère Madame Pennington. » Madame Pennington se pencha. « Scandale, Miss Marple. Chuchotement à propos de problèmes d'argent. À propos de certaines promesses faites à certaines jeunes dames. Promesses non tenues, remarquez. Cher moi, dit Miss Marple, comme si cette idée la peinait énormément. De telles choses peuvent avoir des conséquences très malheureuses. Ce soir-là, alors qu'elle était de nouveau assise dans son joli salon de Netherley, Miss Marple passa en revue ce qu'elle avait rassemblé. Le village était divisé entre ceux qui pensaient que Victor Denham avait péri par imprudence et ceux qui laissaient entendre, sans jamais vraiment oser le dire, qu'une main cachée aurait pu précipiter sa mort. Les motivations ne posaient aucun problème. Dettes, cœurs brisés, rivaux jaloux, tout cela était suffisamment abondant. Mais opportunité? C'était une question plus délicate. L'avion avait été inspecté par Victor lui-même. Seulement, il s'en était occupé ce matin-là. Aucun étranger n'aurait pu y toucher pendant la fête. C'est du moins ce qu'il semblait. Et pourtant, les doigts délicats de Miss Marple reprirent leur broderie, son esprit s'emballant. Il y avait un moyen, une manière qui implique un certain type de connaissance et un certain type de cruauté. Si l'on pouvait trouver la personne assez intelligente pour l'avoir utilisée, alors que la soirée s'approfondissait et que la brume s'épaississait à nouveau devant sa fenêtre, Miss Marple dressa tranquillement une liste sur un bout de papier. Félix Brand, dispute au pub, vague relation commerciale. Alice. Portman, jeune, impressionnable, peut-être amoureuse. Colonel Harrington, puissant, fier, étrangement réticent. Madame Redfern, anxieuse, trop anxieuse. Qu'avait-elle entendu, Lady Whitcomb, richesse et influence? Qu'avait promis Victor à sa filleule? Miss Marple plia soigneusement la liste et la rangea dans son panier à tricoter. Il lui faudrait plus que des spéculations, il lui faudrait des preuves. Et, comme elle le savait bien, le plus petit détail s'avérait souvent l'aiguille la plus pointue avec laquelle démêler le déguisement soigneusement tissé d'un meurtrier. 2 jours après la fête, le village de Chipping Edgecombe était toujours en effervescence sous les théories, les rumeurs et les regards inquiets. Le brouillard s'était dissipé, mais un invisible brouillard de suspicion planait sur les rues. Même le cliquetis joyeux des tasses de thé au Rose and Crown Inn semblait atténué. L'inspecteur Graves avait installé un bureau temporaire dans la pièce adjacente au presbytère et de là menait des entretiens avec les villageois. Entretiens qui, pour la plupart, ne donnaient que des ragots et des contradictions. Miss Marple, bien entendu, resta discrète. Elle savait par expérience que des actions hâtives ne révélaient
que des vérités superficielles. La véritable compréhension exigeait une observation patiente, presque invisible. Elle continuait ainsi ses douces promenades dans le village, ses visites au salon de thé, ses douces conversations dans les jardins de devant, tout en collectant de petits fragments révélateurs. Mardi matin, elle s'est arrangée pour rendre visite à Alice Portman sous prétexte de faire don de vieilles dentelles pour le bazar de l'église. Alice, pâle et nerveuse, l'accueillit dans le modeste salon de Rose Cottage où sa mère était récemment sortie au marché. « J'espère que je ne vous interromps pas », dit Miss Marple avec sa douceur habituelle. « Oh non », dit Alice en se tordant les mains, « je ne faisais rien d'important. » Le regard bienveillant de Miss Marple s'adoucit. « J'imagine que cela doit être un choc terrible pour tout le village. Pauvre Monsieur Denham, un si beau jeune homme. » Alice rougit profondément. « Oui, c'est horrible. » Miss Marple laissa une pause, juste assez longue pour que l'inconfort s'installe. « Vous devez bien le connaître, vivant si près de Netherleg. » Alice parut surprise, puis baissa les yeux. « Pas vraiment. Je veux dire, pas bien. Seulement pour dire bonjour. »« Bien sûr, » dit gentiment Miss Marple. « Pourtant, dans un endroit comme celui-ci, on remarque des choses, n'est-ce pas? Des petites gentillesses, des petites disputes. » Alice hésita. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Elle s'occupa de réarranger un coussin. Miss Marple sourit intérieurement. La jeune fille cachait quelque chose, peut-être par loyauté ou par peur. Elle n'insisterait pas trop fort pour l'instant. Au lieu de cela, elle changea légèrement de sujet et se tourna vers les décorations de l'église pour la fête des récoltes, et en quelques minutes, la raideur d'Alice se fondit dans une sorte de normalité. Plus tard, alors que Miss Marple marchait lentement dans l'allée menant au manoir, elle revit la rencontre. La réaction d'Alice Portman suggérait un enchevêtrement émotionnel, ou du moins le désir d'en avoir un. Était-il possible qu'elle ait eu des relations secrètes avec Victor Denham, ou cachait-elle l'implication de quelqu'un d'autre? Pendant ce temps, l'inspecteur Graves, malgré tous ses interrogatoires méthodiques, semblait de plus en plus enclin à accepter une théorie de mort accidentelle compliquée par une erreur de pilotage. « Cela arrive plus souvent que les gens ne le pensent », a-t-il déclaré au colonel Harrington autour d'un cognac ce soir-là. « Les frimeurs et les têtes brûlées, ne vous offensez pas, monsieur, tentent leur chance une fois de trop. » Le colonel Harrington, dont le sens de la discipline s'irritait devant le rejet désinvolte des compétences de Victor Denham, hocha sèchement la tête. « Je comprends. Mais je dois dire que Denham était un pilote prudent par nature. Même les meilleurs ont des erreurs, » répondit l'inspecteur Graves en haussant les épaules. « Et le jeune Denham avait des dettes, n'est-ce pas? La pression mène à l'insouciance. » Miss Marple, assise tranquillement près de la cheminée, continuait son tricot, l'esprit occupé par les incohérences. Si Victor Denham avait su que son avion était compromis, pourquoi faire des cascades? Pourquoi ne pas simplement atterrir et enquêter? Et si les dettes en étaient à la cause profonde, qu'en est-il du parachute ouvert? Non, pas ouvert, intact, comme s'il était inconscient avant l'accident. Plus tard dans la soirée, Miss Marple a engagé une conversation informelle avec Félix Brand alors qu'ils se rencontraient devant le bureau de poste. « Une telle tragédie, » dit-elle doucement, « et tellement inattendue. » Félix, grand et épuré avec une énergie agitée, fit un signe de tête superficiel. « Une affaire terrible, une belle vie gâchée. » « Vous le connaissiez bien ?» Félix eut un petit rire. « Assez bien. Nous avons joué aux cartes de temps en temps au Rose and Crown. Nous avons parlé d'opportunités d'affaires. Il avait de grandes idées, Denham. Il avait besoin d'investisseurs. Toujours en train de lancer un plan ou un autre. Investisseurs, répéta doucement Miss Marple. Ça a l'air excitant. Risque, dit Félix, une trace d'amertume dans la voix. Je ne suis pas né hier, Miss Marple. Je n'ai pas dépensé mon argent durement gagné pour des contes de fées. Non, bien sûr que non, dit-elle doucement. Pourtant, beaucoup de jeunes hommes rêvent au-dessus de leur rang. Cela doit être difficile quand la réalité les appelle. Félix se raidit légèrement,
puis haussa les épaules. « Tout le monde doit apprendre un jour. » Miss Marple lui souhaita le bonjour et continua son chemin, l'esprit occupé. Félix Brand avait des opportunités. Il avait une proximité avec Victor, des conflits commerciaux et du caractère, si l'incident du pub était une indication. Mais cela suffirait-il pour risquer le meurtre? À Netherley Manor, Miss Marple se retrouva de nouveau attirée par la maison du colonel Harrington, non seulement à cause de son lien avec l'exposition volante de Victor Denham, mais à cause d'une tension sous-jacente qu'elle ressentait chaque fois que Madame Redfern entrait dans la pièce. En effet, c'est Madame Redfern qui a attiré son attention plus tard dans la semaine lorsqu'elle est tombée, visiblement troublée, dans la bibliothèque du manoir, pendant que Miss Marple parcourait qu'un livre d'estampes botaniques. « Oh, Miss Marple, je ne vous ai pas vue. » Miss Marple sourit gentiment. « J'admirais les digitales. Une espèce si charmante, tu ne trouves pas ?» Madame Redfern tenait un mouchoir à la main. Ses doigts le tordirent nerveusement. « Oui, oui, charmant. » Miss Marple l'observa, notant la façon dont ses yeux se tournèrent vers le bureau du colonel. Le bureau où le colonel Harrington entretenait sa correspondance privée. « J'espère, » dit doucement Miss Marple, « qu'aucune de ces terribles affaires n'affectera les projets de la fête des moissons. » Madame Redfern sursauta à cette mention, puis rit trop fort. « Bien sûr que non. La vie doit continuer, n'est-ce pas? » « En effet, » murmura Miss Marple. Lorsque Madame Redfern s'éloigna précipitamment, Miss Marple s'avança tranquillement vers le bureau et remarqua, sans rien toucher, qu'un télégramme se trouvait au sommet d'une pile de papier. Son contenu était visible à travers la fine enveloppe. D.E. DD Finance, CO demande urgente de remboursement. Avis final. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent pensivement. Des problèmes financiers, en effet. Mais à qui appartiennent les problèmes financiers? Celui de Victor ou celui de quelqu'un d'autre? Le colonel? Ou peut-être quelqu'un qui lui est lié? Les jours passaient et Miss Marple continuait à collecter des bribes d'informations. Lors de la réunion hebdomadaire sur le pont chez Lady Whitcomb, elle apprit, grâce à une petite incitation discrète, que la filleule de Lady Whitcomb, Cecilia March, avait autrefois été très attachée à Victor Denham, et qu'il avait récemment rompu assez brusquement leur entente. Un chagrin, soupira Lady Whitcomb en sélectionnant une carte. Mais peut-être pour le mieux, il n'était pas tout à fait ce que j'appellerais fiable, pauvre garçon. Miss Marple inclina la tête avec sympathie, remarquant que le ton de Lady Whitcomb, bien qu'apparemment plein de regrets, contenait une nuance de ressentiment persistant. Dans un village aussi petit et soudé que Chipping Edgecombe, le ressentiment pourrait être aussi mortel que l'arsenic. Miss Marple a travaillé tard dans la nuit, son esprit rassemblant les pièces qu'elle avait rassemblées. Il y avait des dettes, il y a eu des promesses non tenues, il y avait une ambition contrariée et brûlante de vengeance, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de plus subtil. Quelqu'un connaissait les habitudes de Victor. Quelqu'un savait à quel moment précis frapper. La clé de tout cela, elle en était sûre, ne résidait pas dans une passion folle, mais dans un calcul calme et délibéré. C'est ainsi que Miss Marple décida. Il était temps de poser quelques questions plus pointues. Doucement, doucement bien sûr, juste assez pour voir qui commencerait à se tortiller. Le lendemain matin, l'inspecteur Graves organisait une petite réunion inconfortable dans le salon du manoir Netherley. Le groupe rassemblé comprenait le colonel Harrington, Madame Redfern, Félix Brand, Lady Whitcomb et plutôt à l'irritation de l'inspecteur Miss Marple, qui s'était glissée d'une manière ou d'une autre avec son tricot, dont sa présence avait été ignorée jusqu'à ce qu'elle soit fermement installée dans un coin. Graves s'éclaircit la gorge et parla lourdement. Après des enquêtes approfondies, nous avons établi que plusieurs personnes présentes à la fête avaient été associations significatives avec M. Victor Denham, des associations qui méritent des éclaircissements supplémentaires. Il y a eu une agitation notable au sein du groupe. Maintenant commençons clairement, a poursuivi Graves.
j'ai appris que M. Denham était confronté à des pressions financières, dettes de jeu, investissements ratés, prêts impayés. Il jeta un coup d'œil à Félix Brand, qui croisa son regard avec un sourire serré. « Monsieur Brand, vous vous êtes disputé avec M. Denham la veille de la fête, n'est-ce pas ?» Félix haussa les épaules, croisant une longue jambe sur l'autre. « Ce n'est pas inhabituel, inspecteur. Victor avait une idée pour une école d'aviation, des vols pour la classe supérieure. Il voulait que j'investisse. J'ai refusé. Des mots ont été échangés, rien de plus. Les mots peuvent conduire à des actions, a déclaré Graves avec insistance. Je suis peut-être colérique, a admis Félix, mais le meurtre, vraiment, inspecteur, j'ai mieux à faire de mon temps. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. Elle a noté que Félix ne montrait aucun signe de véritable indignation ou de peur, seulement un léger dédain. Intéressant. Graves se tourna à côté de Lady Whitcomb, assise très droite sur sa chaise, les mains croisées sur son sac à main. « Lady Whitcomb, votre filleule Miss March, a été autrefois fiancée à M. Denham, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Lady Whitcomb se crispèrent. Il y avait un accord, oui. Et ça s'est mal terminé ? Je n'oserais pas bavarder sur les affaires privées de Cecilia, dit glacialement Lady Whitcomb. Cependant, je dirais ceci. Victor Denham n'était pas l'homme que nous croyions. Ses ambitions dépassaient son caractère. Graves insista. Est-ce que Miss March ou vous-même auriez eu des raisons de ressentir du ressentiment, Ita? Narines de Lady Whitcomb se dilatèrent. Le ressentiment, inspecteur, est réservé à ceux qui n'ont rien de mieux à faire. Nous considérons l'affaire close. Certains pourraient y voir un motif. Lady Whitcomb lui lança un regard flétri. Si vous suggérez qu'une femme de ma position s'abaisserait au sabotage ou au meurtre, je vous suggère de choisir soigneusement vos prochains mots. Une petite lueur amusée passa dans les yeux de Miss Marple. La fierté de Lady Whitcomb était authentique, mais la fierté avait une manière particulière de aveugler les gens sur leur propre vulnérabilité. Une filleule blessée, un nom de famille terni. De telles choses pourraient provoquer des actes désespérés, même parmi les couches supérieures. L'inspecteur Graves, sentant la futilité de poursuivre Lady Whitcomb plus loin pour le moment, se tourna vers Madame Redfern. « Vous aviez l'air bouleversée, Madame Redfern, à la fois pendant et après la fête, nerveuse même. » Madame Redfern pâlit sous son joli chapeau. « Nerveux, c'est une chose terrible, la mort. Je suis une personne sensible. » « Bien sûr, » dit Graves sans sympathie, « mais d'autres rapportent que vous avez été vu près du garage du manoir tôt ce matin-là, là où l'avion était entreposé. » Madame Redfern a tordu ses mains gantées. « J'étais justement en train de livrer du thé au jardinier. Il va mal ces derniers temps. » Les mains de Miss Marple s'arrêtèrent dans son tricot, puis reprirent avec des mouvements prudents et délibérés. « Et tu ne t'es pas approché de l'avion » demanda Graves. « Non. » Madame Redfern a dit trop vite. « Je n'oserais pas. » Sa voix se brisa au dernier mot, et elle porta une main à sa bouche. Le colonel Harrington, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parlait avec une autorité d'acier. Si Madame Redfern dit qu'elle n'a eu aucun contact avec l'avion, cela me suffit. Avec respect, colonel, a déclaré Graves, nous avons besoin de plus que des assurances. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Miss Marple, qui regardait depuis son coin, savait précisément ce qui se passait. L'inspecteur avait agité les eaux boueuses, et maintenant les poissons, les coupables comme les innocents, s'élançaient, en désordre. Pourtant, rien n'était encore concluant. Les villageois, quant à eux, avaient déjà pris leur décision. Ce soir-là, au Rose and Crown, la spéculation coulait aussi librement que la bière. « J'ai toujours dit que Félix Brand était un peu trop habile, » marmonna M. Sims. « Je mise sur Madame Redfern, » murmura Madame Calthorpe, toujours agité, toujours aussi nerveux. « C'est Lady Whitcomb, » argumenta Peter Mudge en frappant sa chope. « C'est type hauts et puissants. Ils feront tout pour garder leur scandale secret. » Miss Marple sirotait son thé à la table du coin, absorbant les théories contradictoires.
Non, pensa-t-elle, aucun des candidats évidents ne correspond parfaitement. Chacun avait un motif, oui, chacun en avait peut-être l'occasion, mais il manquait quelque chose de subtil et d'essentiel. Plus tard dans la nuit, assise près de la fenêtre de sa chambre, Miss Marple a révisé ses notes mentales. Félix Brand avait des opportunités et du ressentiment financier, mais il manquait de subtilité. Il était trop impétueux pour le genre de manipulation prudente qui a dû se produire avec l'avion. Lady Whitcomb avait de puissantes motivations pour protéger la réputation de sa filleule, mais se salirait-elle les mains avec du sabotage? Peu probable. La fierté rendait impitoyable, mais elle rendait également déléguée à des tâches désagréables. Madame Redfern, voilà qu'il y avait un cas intéressant. Clairement effrayée, clairement chargée d'un secret, mais Miss Marple était prudente. La peur n'indique pas toujours la culpabilité. Parfois, cela indiquait simplement une connaissance dangereuse. Une douce brise remuait les rideaux de dentelle. Les yeux de Miss Marple dérivèrent vers les formes sombres des collines lointaines où l'avion de Victor Denham avait connu sa fin violente. Elle repensa au parachute, non ouvert. Un acte délibéré ou un tragique accident? Elle se souvenait de quelque chose qu'elle avait vu il y a longtemps pendant la guerre, lorsque de jeunes pilotes s'entraînaient dans les champs voisins. Elle se souvenait que même une légère interférence avec certains mécanismes du cockpit pouvait laisser un pilote impuissant, incapable d'agir même si un danger se profilait. Miss Marple s'appuya contre le dossier de sa chaise. La réponse n'était pas de savoir qui détestait suffisamment Victor Denham pour souhaiter sa mort. La réponse était qui avait compris assez parler des avions, de la vie, de la mort, pour le concevoir, et qui était resté curieusement silencieux, pendant que d'autres se précipitaient pour rejeter le blâme. Le coupable était, soupçonnait-elle, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a compris que dans un petit village, la violence doit être masquée par la tragédie, quelqu'un qui connaissait intimement la faiblesse humaine, et Miss Marple avait l'intention de les enfumer, à sa manière, calme et apparemment innocente. Le lendemain matin, Shipping Edgecombe fut plus calme que d'habitude. Une sorte de tension épuisée s'était abattue sur le village. Les conversations étaient brèves, les regards furtifs. C'était comme si l'air lui-même était porteur de soupçons. L'inspecteur Graves a poursuivi son interrogatoire, mais il était clair pour ceux qui avaient des instincts plus aiguisés, comme Miss Marple, que son enquête était au point. Mort. Trop de motifs possibles, trop peu de faits concrets. Miss Marple, cependant, ne se décourageait pas encore. L'expérience lui avait appris que dans tout véritable mystère, l'indice critique apparaissait souvent dans les endroits les plus ordinaires, masqué par sa simplicité même. Et ainsi, après avoir assisté au premier service à l'église, St. Mildred, où Madame Redfern chantait faussement et Félix Brand laissait ostensiblement un souverain supplémentaire dans l'assiette de collecte, Miss Marple partit pour une promenade tranquille. Le soleil était chaud sur ses épaules, alors qu'elle descendait l'allée menant au terrain du manoir. Son sac à tricot se balançait doucement dans sa main. Le garage de Netterley, une simple dépendance en pierre, se trouvait au bout d'un chemin de gravier. C'est ici qu'avait été hébergé l'avion de Victor Denham avant la fête. La police avait bien sûr fouillé les lieux minutieusement. L'inspecteur Graves n'avait rien remarqué d'anormal, mais Miss Marple, se fiant à son instinct, décida qu'un autre regard ne ferait pas de mal. La porte du garage était déverrouillée. Miss Marple se glissa à l'intérieur, s'arrêtant pour laisser ses yeux s'habituer à la pénombre. L'odeur de l'huile et de la poussière de bois flottait lourdement dans l'air. Des étagères bordèrent les murs, encombrées d'outils, de bouts de fil et de divers objets mécaniques. Dans le coin le plus éloigné se trouvait un établi en bois cabossé, jonché de clous, de clés et de boulons. À première vue, il n'y avait rien de remarquable. Mais Miss Marple se déplaçait avec précaution, ses yeux perçants scrutant chaque surface, chaque objet. C'est là, caché derrière une boîte de térébenthine à moitié vide, qu'elle a repéré quelque chose de
Curieux. Une bobine de fil fin, presque invisible sur le bois, et à côté une petite paire de pinces coupantes, dont les bords ont été récemment polis. Les doigts de Miss Marple effleurèrent légèrement le fil. Il était fin et souple, du genre utilisé dans les réparations délicates. Ou, pensa-t-elle, pour des actes subtils de sabotage. Elle se redressa, son esprit s'activant vivement. Couper le fil. Un mécanisme de commande saboté dans le cockpit, cela expliquerait le vol irrégulier. L'accident, le parachute non ouvert. Mais qui a eu les connaissances et le courage de le tenter? Miss Marple considéra les personnes qu'elle avait observées de plus près. Le colonel Harrington avait certes de l'expérience dans le domaine de l'aviation, mais il semblait trop fier, trop droit pour des tactiques aussi sournoises. Félix Brand était assez intelligent, mais impatient, trop enclin aux explosions émotionnelles pour gérer quelque chose qui exigeait une précision aussi froide. Madame Redfern, agitée et effrayée, semblait improbable. Lady Whitcomb, fière et distante, pourrait payer quelqu'un pour se venger, mais ne se salirait pas directement les mains. Non, pensa Miss Marple en fronçant légèrement les sourcils. La main qui avait manié ses pinces coupantes appartenait à quelqu'un de calme, quelqu'un de prudent, quelqu'un à sous-estimer. Empochant une courte longueur de fil dans un morceau de linge, Miss Marple quitta le garage et retourna pensivement vers le village. Elle passa l'après-midi à tricoter tranquillement sous la tonnelle du manoir, engageant de temps en temps une douce conversation avec les passants. C'est au cours d'une de ces conversations avec le jeune Tommy Redfern, le fils joyeux et légèrement lent d'esprit de Madame Redfern, qu'un autre petit détail s'est mis en place. Tommy, discutant avec animation de la fête, a mentionné par hasard « C'est drôle, Miss Marple. Ce matin-là, alors que j'allais nourrir les canards, j'ai vu quelqu'un sortir du garage. » Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent en l'air. « Oh, qui, chérie ?» Tommy fronça les sourcils. « Je ne voyais pas très bien. Il portait un de ces grands manteaux de jardinage. Vous savez, les vieux marrons. »« Mâle ou femelle ?» demanda Miss Marple, sa voix toujours aussi douce. Tommy haussa les épaules. Je ne pouvais pas le dire. Il portait une casquette. Et quelle heure était-il? Vers 8 heures. Peut-être un peu après. Miss Marple lui sourit, lui offrant un morceau de son fameux bonbon au sucre d'orge, et classa l'information, un manteau de jardinage, une casquette, un déguisement parfait pour se glisser et sortir inaperçu. Elle repensa à Madame Redfern, à sa nervosité, à son insistance sur le fait qu'elle apportait du thé au jardinier, et à Félix Brand qui aurait été au Rose and Crown jusque tard dans la soirée, mais qui aurait facilement pu se lever tôt. Plus important encore, elle a pensé à une petite mais révélatrice observation. Les gants de Madame Redfern étaient étrangement usés au bout des doigts la dernière fois que Miss Marple l'avait vue. Un détail curieux pour quelqu'un d'autre d'apparence si guindé. Et quelle tâche pourrait effilocher de beaux gants en cuir de chevreau? Manipuler des pinces coupantes, peut-être. L'esprit de Miss Marple commença à rassembler les morceaux. Madame Redfern y avait accès. Madame Redfern a eu l'occasion. Mais qu'en est-il du motif? Se pourrait-il que Madame Redfern ait découvert un secret sur Victor Denham? Quelque chose de si dangereux qu'elle s'était sentie obligée d'agir? Ou protégeait-elle quelqu'un d'autre? L'idée qu'elle ait agi au nom d'un autre, peut-être sous la pression, peut-être par peur, semblait de plus en plus plausible. Le soir venu, Miss Marple avait élaboré un plan discret. Ne pas affronter, pas encore, mais pour donner un coup de coude, pour remuer les eaux et voir qui pourrait se révéler. Lors de la réunion hebdomadaire du comité de la fête des récoltes, qui s'est tenue dans la salle des fêtes du village, Miss Marple a laissé tomber sa remarque soigneusement appâtée. « Une affaire tellement terrible », dit-elle légèrement à Madame Redfern, pendant qu'il disposait des compositions florales. Et pourtant, on entend des rumeurs selon lesquelles ce n'était pas du tout un hasard. Madame Redfern laissa tomber un vase, le fracas résonnant bruyamment dans le couloir. Les têtes se tournèrent.
Madame Redfern, rouge d'embarras, balbutia des excuses et se précipita chercher une pelle à poussière. Miss Marple accepta les excuses avec son doux sourire habituel, mais intérieurement elle les remarqua. Peur encore. Peur et culpabilité. Le meurtrier, elle le savait maintenant, était proche, très proche. Il faudrait juste un peu plus de patience, encore un peu d'observation. Et puis, pensa-t-elle calmement, le tueur se trahirait complètement. Les jours qui ont suivi la réunion du Harvest Festival ont apporté un changement dans l'atmosphère de Chipping Edgecombe. La tension, qui n'était autrefois qu'un faible murmure sous la routine quotidienne, vibrait désormais au grand jour. Les gens parlaient d'un ton sec, les portes se fermaient un peu plus fermement, et les vagues amicales devenaient des hochements de tête méfiants. Miss Marple continuait ses rondes tranquilles dans le village, le doux cliquetis de ses aiguilles, à tricoter étant son constant compagnon. Elle savait que la peur avait commencé à ronger la surface de la vie polie du village, et la peur, correctement observée, révélait souvent bien plus qu'un interrogatoire direct. Ce samedi-là, un rassemblement a eu lieu au Rose and Crown pour planifier les dons de bienfaisance de la fête. Miss Marple était présente, assise à une table d'angle sirotant un thé faible, tandis que les conversations s'enchaînaient autour d'elle. Félix Brand était là, inhabituellement tendu, tapant une pièce contre la table. Madame Redfern semblait pâle et fatiguée, ses yeux clignotaient nerveusement chaque fois que quelqu'un entrait dans la pièce. Lady Whitcomb présidait la réunion, sa voix patricienne ne tolérant aucune contradiction. C'est pendant une accalmie, lorsque l'attention s'est portée sur un débat sur la question de savoir si les bénéfices devaient être versés au Church Roof Fund ou à la War Widows League, que Miss Marple a frappé. Elle parlait doucement, mais avec juste assez de volume pour porter. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» dit-elle rêveusement. « Comment un petit fil, juste un simple morceau de fil, peut provoquer une telle dévastation ?» L'effet fut immédiat. La pièce de Félix Brand tomba avec un bruit sourd. Madame Redfern secoua la tête, les yeux écarquillés par la peur. La bouche de Lady Whitcomb se dessina en une ligne fine et sinistre. Miss Marple fit semblant de ne rien remarquer et retourna sereinement à son tricot. Plus tard, à l'extérieur du pub, Félix Brand la rattrapa. « Regardez ici, Miss Marple, dit-il d'un ton bas et urgent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fil ?» Elle le regarda avec une surprise innocente. « Oh, juste un vieux souvenir. Pendant la guerre, vous savez, de terribles accidents causés par des câbles d'avion altérés. On oublie à quel point les machines modernes sont fragiles. Les mains de Félix se serrèrent et se desserrèrent. Vous ne pouvez pas suggérer des choses comme ça sans preuve. Je ne suggérerai jamais quoi que ce soit, Monsieur Brand, dit gentiment Miss Marple. J'observe simplement. Elle le laissa là, bouillonnant, et retourna vers le manoir. À Netherley, la maison était dans un état d'agitation sourde. Le colonel Harrington s'était retiré tôt dans son bureau. Madame Redfern surveillait le polissage de l'argenterie avec une énergie fébrile qui trahissait un besoin de distraction. Miss Marple a doucement demandé à Madame Redfern si elle pouvait emprunter un livre de jardinage à la bibliothèque du manoir. Madame Redfern, distraite, accepta volontiers. C'est dans la bibliothèque, parmi les volumes poussiéreux de conseils horticoles, que Miss Marple rencontra Lady Whitcomb. La femme plus âgée se tenait près de la fenêtre, regardant le parc avec une expression de calcul froid. « Ma chère Miss Marple, dit-elle sans se retourner, je dois vous le demander clairement. Êtes-vous engagée dans une enquête privée ?» Miss Marple sourit avec bienveillance. « Chère Lady Whitcomb, je ne présumerais pas. Je suis simplement curieuse, comme le sont si souvent les vieilles dames. » Lady Whitcomb se tourna alors, les yeux perçants. La curiosité est dangereuse, surtout lorsqu'elle nous amène à des sujets qu'il vaut mieux laisser tranquilles. En effet, acquiesça Miss Marple, en rentrant soigneusement un fil lâche dans son tricot. Et pourtant, parfois,
Un peu de lumière peut empêcher beaucoup d'obscurité. Il y eut une pause. Puis Lady Whitcomb dit, d'une voix aussi cassante que le gel, « J'espère que vous vous souviendrez de votre place. » Miss Marple inclina gracieusement la tête. Toujours. Lorsque Lady Whitcomb quitta la pièce, Miss Marple resta immobile un long moment, son esprit s'emballant. Les menaces, même voilées, ne sont pas les armes des innocents. Lady Whitcomb avait des secrets, et elle était prête à les défendre farouchement. Mais était-elle le tueur, ou simplement un protecteur désespéré de la réputation familiale? Le lendemain matin apporta un autre développement. L'inspecteur Graves a convoqué Félix Brand pour un interrogatoire plus approfondi. Les villageois bourdonnaient d'enthousiasme, certains déclarant déjà Félix coupable. Miss Marple restait cependant sceptique. Elle avait appris depuis longtemps que les consciences coupables se révélaient non seulement par la panique, mais aussi par une confiance trop parfaite. Félix Brand était un bluffeur, pas un planificateur. Ses fanfaronnades cachèrent la peur, pas le calcul. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à Madame Redfern, apportant avec elle un petit cadeau. Un pot de confiture de mûre. Dame Redfern, troublée mais polie, l'a invité à entrer. Alors qu'ils étaient assis dans le petit salon bien rangé, Miss Marple remarqua les signes de tension, la façon dont les mains de Madame Redfern tremblaient, les taches sombres sous ses yeux. Après quelques plaisanteries, Miss Marple se pencha en avant, parlant avec une douce gravité. « Ma chérie, dit-elle doucement, parfois un lourd fardeau s'allège lorsqu'il est partagé. » Madame Redfern cligna rapidement des yeux. « Je ne vois pas ce que tu veux dire, » continua Miss Marple d'une voix basse et apaisante. « Je pense que tu sais quelque chose que tu as peur de dire, mais je crois que tu n'agis pas pour toi-même. Tu protégeais quelqu'un. » Le visage de Madame Redfern se plissa. Des larmes coulèrent sur ses cils. « Cela n'était pas censé arriver, » murmura-t-elle. « Je voulais juste lui faire peur, c'est tout, juste assez pour qu'il parte. »« Partir ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Redfern hocha la tête en sanglotant. Il faisait chanter le colonel à propos de ses états de service, à propos d'un incident survenu pendant la guerre. Il a menacé de tout révéler, de ruiner la réputation du colonel, s'il ne payait pas. « Et tu as entendu ça ?»« Je n'en avais pas l'intention, » dit-elle, d'une voix brisée. « Je livrais du thé et je les ai entendus se disputer. Je savais que s'il sortait, le colonel serait détruit. Alors vous avez trafiqué l'avion ? J'ai coupé un fil, a avoué Madame Redfern. Juste un. Cela n'aurait pas provoqué d'accident. Il l'aurait juste rendu prudent, l'aurait fait atterrir. Je jure que je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. » Le visage de Miss Marple était grave. « Et pourtant, dit-elle doucement, les dégâts ont été plus importants que prévu. » Madame Redfern se couvrit le visage de ses mains. Je me suis dit que c'était sa propre imprudence, qu'il ne vérifierait pas correctement les commandes. Miss Marple resta assise en silence pendant un long moment, laissant la vérité s'installer. Voici enfin la racine enchevêtrée. Ce n'est pas un meurtre de sang-froid, mais un acte de désespoir, une erreur de calcul aux conséquences fatales. Pourtant, Miss Marple sentait également qu'il y avait encore plus sous la surface. Madame Redfern était coupable de sabotage, mais quelqu'un d'autre avait veillé à ce que le sabotage devienne mortel. Quelqu'un qui l'avait vu jouer et qui avait terminé le travail. Le véritable meurtrier est resté caché. Et Miss Marple, toujours patiente, toujours vigilante, savait que le moment de la véritable révélation approchait. Les aveux de Madame Redfern auraient dû régler les choses. Et en effet, pendant un bref instant, cela a semblé être le cas. L'inspecteur Graves, après avoir entendu la déclaration en larmes de Madame Redfern, n'a pas tardé à conclure l'affaire. Dans son rapport, il le décrit comme un malheureux, accident né d'une loyauté mal avisée. On a même parlé de clémence, de la façon dont la tentative noble, mais maladroite de Madame Redfern de protéger le colonel Harrington pèserait lourdement en sa faveur.
Le village poussa un soupir collectif de soulagement. Les ragots affluèrent à nouveau, pas aussi venimeux cette fois, mais teintés de tons tristes et indulgents. « Pauvre Madame Redfern », disèrent les gens. « Pauvre chérie, j'essaie seulement d'aider. » Mais Miss Marple restait insatisfaite. Quelque chose dans l'histoire de Madame Redfern la harcelait, une incohérence petite mais vitale qu'elle ne pouvait pas ignorer. Si Madame Redfern avait seulement affaibli les commandes pour effrayer Victor Denham, pourquoi avait-il été retrouvé à l'extérieur de l'avion, le corps brisé près de la carrière, avec son parachute toujours attaché dans le dos? Miss Marple savait, grâce à ses expériences en temps de guerre, et grâce à son souvenir précis de certains accidents d'entraînement, que même avec des commandes défectueuses, un pilote expérimenté aurait eu le temps de sauter si les dégâts étaient mineurs. Non. Quelqu'un d'autre avait veillé à ce que Victor Denham ne puisse pas se sauver. Quelqu'un qui avait utilisé le sabotage de Madame Redfern comme couverture parfaite. Elle s'en est rendue compte par un mercredi, soir frais, alors qu'elle était assise devant son petit feu, son tricot intact sur ses genoux. Elle se souvenait de quelque chose que le colonel Harrington avait dit quelques semaines plus tôt lors d'une conférence de village sur la guerre. Dans des situations désespérées, le sabotage doit être pur, définitif et niable. Miss Marple se leva de sa chaise et alla chercher son papier. Il était temps de reconsidérer les suspects, non pas avec émotion, mais avec le regard froid de la raison. Madame Redfern, émotif, paniqué, désespéré, capable de sabotage. Mal avisé, mais pas de meurtre calculé. Marc Félix, gourmand certes, mais grossier. Ses méthodes auraient été brutales et évidentes. Dame Whitcomb, fière, rusée et inébranlable lorsqu'il s'agissait de préserver l'honneur de la famille. Et colonel Harrington, un homme dont la carrière avait été bâtie sur l'ordre, le contrôle et, si nécessaire, la cruauté. Le colonel, pensait Miss Marple, n'était pas un homme qui laisserait les choses au hasard. S'il avait découvert que Madame Redfern avait trafiqué l'avion, il lui aurait été facile d'intervenir, de s'ajuster. Son travail de telle sorte que l'échec devienne inévitable, et non simplement possible. En temps de guerre, de telles choses se faisaient, et comme Miss Marple le savait bien, les habitudes acquises pendant la guerre ne restèrent pas toujours sur le champ de bataille. Ses soupçons furent confirmés lorsque, 2 jours plus tard, un nouveau choc secoua Chipping Edgecombe, M. Peter Mudge, l'ouvrier agricole qui avait découvert le lieu de l'accident, a fait une découverte alarmante. Lors d'une promenade près de la carrière, il était tombé sur quelque chose de métallique scintillant dans les sous-bois. Il s'agissait d'un outil, une clé spécialisée, gravée d'un petit emblème de couronne. Miss Marple, en entendant cela, resta très silencieuse. Elle connaissait cet emblème. C'était la marque des outils émis par la RAF, délivrés uniquement aux officiers. Et le colonel Harrington, comme les villageois se vantaient souvent, avait servi avec distinction en tant que chef d'escadron de la RAF pendant la guerre. L'inspecteur, Graves là de toute cette affaire, reprit son enquête à contre-cœur. La clé a été examinée et identifiée par un mécanicien à la retraite de la RAF dans le village voisin. Problème standard, a-t-il confirmé. Rare en dehors des circuits officiels, le colonel Harrington a été convoqué pour un interrogatoire. Au début, il en a ri, affirmant qu'il devait avoir été oublié dans son ancien kit, peut-être perdu lors de réparations, antérieur sur le terrain du domaine. Mais lorsqu'on insista, lorsque l'inspecteur fit remarquer que l'outil avait été trouvé à des kilomètres du manoir, près du lieu de l'accident, le masque de supériorité amusé d'Harrington glissa. Il a eu froid, sec, il n'y a aucune preuve, a-t-il déclaré catégoriquement, circonstancié. Graves, qui n'était pas un inspecteur des plus avisés, mais n'était pas un imbécile, semblait incertain. Ce fut Miss Marple qui fit la dernière observation accablante. « Bien sûr, dit-elle gentiment, des accidents peuvent arriver. Mais il me semble étrange, colonel, que la falsification du câble à elle seule n'aurait pas fait tomber l'avion. Non, cela a nécessité autre chose.
peut-être la suppression d'un contrôle secondaire, quelque chose de précis exigeant des connaissances au-delà de simples conjectures. La pièce était silencieuse. Harrington ne dit rien, mais sa mâchoire se serra. « Et qui, » continua Miss Marple de sa voix la plus douce, « sait précisément comment faire une telle coupure ?» Aucune réponse, seulement le tic-tac de l'horloge sur le mur du presbytère. Au bout d'un moment, le colonel Harrington redressa les épaules. « Si vous pensez, dit-il avec un calme glacial, que je permettrai à un maître chanteur de détruire tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi je me suis battu, vous vous trompez lourdement. » C'était là. La confession, pas prononcée directement, mais claire pour quiconque veut l'entendre. Victor Denham avait menacé Harrington. Madame Redfern avait bêtement essayé d'aider, mais c'était Harrington lui-même qui avait veillé à ce que la menace soit définitivement écartée, un fonctionnement propre et silencieux. C'est du moins ce qu'il avait prévu. Les conséquences ont été rapides et brutales. Le colonel Harrington fut arrêté, même s'il fut convenu, en grande partie grâce à l'influence subtile de Miss Marple, que l'affaire serait traitée avec discrétion. Un scandale public a été évité. Madame Redfern, bien que complice, a fait preuve de clémence, son rôle étant caractérisé comme un acte de loyauté mal avisé plutôt que d'intention malveillante. Felix Brand et Lady Whitcomb sont retournés dans leurs coins respectifs, leur réputation intacte, mais leur conscience privée peut-être moins. Quant à Chipping Edgecombe, le village reprit difficilement sa routine. La fête des récoltes s'est déroulée, un peu plus discrètement que d'habitude. Il y eut moins de sourires, et l'hymne, pour tous les saints, prit un ton solennel presque envoûtant. Miss Marple, assise parmi les bancs, réfléchissait à la nature humaine. Fierté, peur, ambition, l'amour, transformé en quelque chose de terrible. De telles choses étaient les véritables forces qui animaient les hommes. Ni la logique, ni la loi, et parfois, pensa-t-elle tristement, même les intentions les plus honorables pouvaient pourrir de l'intérieur. Pourtant, elle ne désespérait pas, car en comprenant la fragilité du cœur humain, Miss Marple n'a pas trouvé d'amertume, mais une sagesse profonde et durable, une sagesse dont elle aurait à nouveau besoin, sans aucun doute, car le mal, comme les saisons, revenait toujours, tranquillement, patiemment, et elle aussi attendrait. Bien que le colonel Harrington ait été discrètement assigné à résidence à Netherley, en attendant une procédure formelle, Miss Marple savait que l'affaire n'était pas encore complètement close. L'inspecteur Graves disposait de suffisamment de preuves circonstancielles, la clé de la RAF, l'opportunité déduite, les aveux murmurés. Mais il n'y avait toujours aucune preuve directe liant la main du colonel au sabotage fatal de Victor Denham. Miss Marple, cependant, croyait à la minutie. La nature humaine, elle le comprenait mieux que quiconque, se révélerait toujours, si on lui donnait le coup de pouce approprié. C'est ainsi qu'elle se retrouva assise une fois de plus dans le salon de Netherley Manor, un panier de tricot, bleu pâle sur ses genoux, tandis que Madame Redfern offrait du thé avec les mains tremblantes. Le colonel Harrington était assis rigidement près de la cheminée, la mâchoire serrée, les yeux creux de colère et de défaite. Pour un observateur non averti, il aurait pu paraître résigné. Mais Miss Marple voyait la vérité dans la tension raide de ses épaules, dans le tapotement presque imperceptible de ses doigts contre l'accoudoir. C'était un homme qui se croyait toujours intouchable, un homme qui se sentait lésé par le monde même qu'il avait autrefois servi. Miss Marple, avec ses manières douces comme du lait, se versa une tasse de thé faible. « Je pensais, dit-elle doucement, à quel point la vie a changé depuis la guerre, tant de nouvelles machines, tant de nouveaux dangers. » Le colonel Harrington ne dit rien. Madame Redfern tordit l'ourlet de son tablier entre ses doigts anxieux. Miss Marple sirota son thé. « Vous savez, j'ai entendu une fois l'histoire d'un vieil ami, un commandant d'escadre, rien de moins. Pendant la guerre, il m'a raconté comment le sabotage des avions devait être effectué,
d'une manière très particulière pour réussir. Toujours pas de réponse. Un fil lâche ne suffirait pas, voyez-vous, continua doucement Miss Marple. Non, non, il fallait un deuxième découpage, quelque chose de précis. Sinon, le pilote pourrait détecter le défaut et le corriger avant le décollage. Elle posa sa tasse avec un léger tintement. En fait, a dit mon ami, la clé était d'interférer avec les commandes secondaires, celles que le pilote ne vérifierait pas avant le vol, mais dont il aurait désespérément besoin une fois en vol. Un silence suivit, profond, tendu. Visage du colonel Harrington resta calme, mais une légère rougeur monta dans son cou. Miss Marple sourit faiblement. « Et cela m'a frappé », a-t-elle déclaré. « Comment seul quelqu'un avec une véritable formation technique pouvait le savoir ? Quelqu'un qui avait supervisé les réparations d'avions de combat. Quelqu'un qui comprenait non seulement les machines, mais aussi le comportement humain. » Elle reprit son tricot, ses aiguilles claquant doucement. « Assez fascinant », ajouta-t-elle doucement. Pourtant, Harrington ne dit rien. Ce fut Madame Redfern qui s'interrompit la première, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu n'étais pas obligé de... pour... » s'étrangla-t-elle en pressant ses mains contre son visage. Le masque du colonel craqua alors. Il se tourna brusquement, d'une voix basse et vicieuse. « Femme idiote !» siffla-t-il. « Vous vous êtes mêlée. Vous m'avez forcé la main. » Madame Redfern sanglotait ouvertement. Les aiguilles de Miss Marple continuèrent leur danse calme. « Pauvre chère Madame Redfern, » dit-elle doucement. « Loyale jusqu'au bout. Mais la loyauté ne doit pas excuser le meurtre, n'est-ce pas, colonel ?» Il se leva brusquement de sa chaise. « Tu ne comprends pas, » cracha-t-il. « Il m'aurait ruiné. Tout ce que j'ai construit, mon honneur, mon nom de famille, détruit par un misérable maître chanteur. » Miss Marple le regarda, le visage plein de douce pitié. « Oh, mais je comprends, » dit-elle doucement. « Je comprends mieux que tu ne le penses. » Elle a mis de côté son tricot. « Vous voyez, colonel Harrington, votre erreur n'a pas été de protéger votre nom. C'était en vous pensant au-dessus de la loi même que vous serviez autrefois. » Le colonel Harrington la regardait, respirant fort, les mains tremblantes à ses côtés. Derrière lui, la porte s'ouvrit en grinçant et l'inspecteur Graves entra, le sergent Wilkes à ses côtés. Le visage de Graves était sombre. « Je pense que nous en avons assez entendu », a-t-il déclaré. Le colonel Harrington se redressa, redevenant un soldat de chaque centimètre carré. Il regarda Miss Marple, les yeux remplis d'une fureur terrible et amère. « Je me suis battu pour ce pays, » dit-il d'une voix tremblante. « J'ai saigné pour ça. Et toi, tu oses me juger ?» Miss Marple inclina gravement la tête. « Nous devons tous être jugés sur nos actions, » a-t-elle déclaré. « Pas à cause de nos uniformes. » Sans ajouter un mot, le colonel Harrington se laissa emmener. La lourde porte d'entrée se referma derrière eux dans un dernier bruit sourd qui résonna. Plus tard dans la soirée, Miss Marple s'assit de nouveau dans sa petite chambre soignée, du manoir contemplant les jardins éclairés par la lune. Madame Redfern s'était effondrée sur une chaise épuisée, mais indemne. L'inspecteur Graves avait promis de recommander la clémence à son égard, compte tenu des circonstances. Dehors, le village restait immobile, comme s'il retenait son souffle après une longue et terrible tempête. Miss Marple réfléchissait, comme elle le faisait souvent, à la curieuse nature du mal. Cela n'a pas toujours eu l'air d'une méchanceté évidente. Le plus souvent, cela était déguisé en vertu, en patriotisme, en loyauté, en fierté. Le colonel Harrington avait été un héros autrefois, mais il s'était cru autorisé à commettre le mal pour un bien supérieur. Et ce faisant, il était devenu ce contre quoi il s'était autrefois battu. Miss Marple soupira et reprit son tricot. Le fil se déroulait régulièrement, un rythme calme et régulier dans la nuit paisible. Demain, le soleil se lèverait à nouveau sur Chipping. Edgecombe, du thé serait servi. Les jardins seraient entretenus. Les enfants jouaient sur le green. La vie, comme toujours,
continuerait. Mais les villageois n'oublieraient pas de sitôt les leçons de la fête, ni le rappel que l'obscurité pouvait fleurir même dans le jardin le plus lumineux. Et Miss Marple, sage et vigilante, serait là, prêt, si jamais besoin est à nouveau, à démêler la prochaine toile de folie humaine. 3 jours après l'arrestation discrète du colonel Harrington, l'inspecteur Graves a accepté, à contre-cœur, et seulement après la patiente suggestion de Miss Marple, d'organiser une petite réunion au presbytère pour purifier l'air, comme l'avait formulé diplomatiquement le révérend Redfern. Non pas un procès, certes, mais une douce révélation pour ceux qui sont les plus intimement concernés, une manière d'expliquer, d'apaiser et peut-être d'empêcher la floraison empoisonnée des ragots futurs. Le salon du presbytère était plein à 5 heures de l'après-midi. Lady Whitcomb était assise avec un visage sculpté dans la pierre, ses mains gantées, étroitement repliées sur ses genoux. Félix, prince, s'est allongé dans un coin, feignant l'indifférence mais visiblement énervé. Madame Redfern, pâle mais posée, regardait le tapis. Même la jeune Alice Portman avait été invitée, même si elle était assise nerveusement près de la fenêtre, tordant un mouchoir sur ses genoux. Miss Marple, dans son coin habituel, travaillait régulièrement à son tricot, le doux clic de ses aiguilles comblant les brefs silences. L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. « Comme la plupart d'entre vous le savent, » commença-t-il d'une voix lourde d'autorité, « des enquêtes récentes ont conduit à certaines conclusions concernant la mort malheureuse de M. Victor Denham. Il y eut un bruissement. La forte inspiration de Lady Whitcomb, Félix bougeant sur son siège. Graves regarda Miss Marple qui inclina légèrement la tête. Permission de continuer. On pensait initialement, a poursuivi Graves, que l'accident de Victor Denham était dû à un vol imprudent. Ou à un accident. Plus tard, les aveux de Madame Redfern ont suggéré un cas de sabotage mineur, une tentative pour effrayer Denham et le faire battre en retraite. Il fit une pause, laissant le poids des mots s'installer. Mais d'autres preuves ont révélé qu'un deuxième acte de sabotage bien plus délibéré s'est produit. Une rupture des contrôles secondaires clés, garantissant que l'accident serait mortel. Un murmure parcourut la pièce. Félix Brand marmonna. « Je le savais, j'ai dit dès le début que c'était un meurtre. » Graves l'ignora. « Ce niveau d'interférence précis nécessitait des connaissances techniques, » a déclaré Graves. « Des connaissances bien au-delà de la portée d'un amateur. » Miss Marple posa son tricot. « Si vous me le permettez, inspecteur, dit-elle, sa voix étant toujours aussi douce et sans prétention. » Graves hocha la tête avec gratitude et s'écarta. Miss Marple se leva, les mains légèrement jointes devant elle. « On suppose souvent, dit-elle en regardant gentiment autour de la pièce, que le meurtre naît de la passion, de la jalousie, de la haine, de l'avidité. Et en effet, ces mobiles étaient à présent dans cette affaire. » Elle jeta un regard significatif à Félix Brand, qui rougit sombrement. « Mais, a-t-elle poursuivi, le véritable meurtre, le meurtre délibéré, froid et calculé, naît souvent de l'orgueil. Fierté et peur de la honte. La pièce était absolument calme. Le colonel Harrington, dit doucement Miss Marple, craignait que Victor Denham ne révèle un scandale de son passé, un incident survenu pendant la guerre, lorsque certaines décisions, bien que peut-être prises dans des circonstances désespérées, n'auraient pas résisté à l'examen public. Lady Whitcomb se raidit, mais ne parla pas. Madame Redfern, poursuivit Miss Marple, a entendu une partie de cette menace et, par loyauté mal placée, a tenté de saboter l'avion de M. Denham. Son intention était d'effrayer, pas de tuer. Madame Redfern baissa la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, mais son action a été observée, dit doucement Miss Marple, par le colonel Harrington lui-même. Un halètement collectif parcourut le rassemblement. Et le colonel, poursuit-elle, a tout de suite compris qu'une opportunité s'était présentée. Assurer la mort de Denham sans éveiller les soupçons. Elle fit une pause, observant les visages stupéfaits. En utilisant ses connaissances en mécanique aéronautique,
le colonel Harrington a procédé à un deuxième ajustement précis des commandes, qui garantirait que Victor Denham ne pourrait ni corriger le défaut, ni renflouer. À temps. Miss Marple souleva son sac à tricoter et en sortit le bout de fil qu'elle avait récupéré plus tôt dans le garage. « C'est ça, » dit-elle en le levant. « C'est la véritable arme du crime. » Un silence lourd et oppressant s'ensuit. Lady Whitcomb l'interrompit d'une voix aiguë et tremblante. « Mais pourquoi? Pourquoi le ferait-il » L'expression de Miss Marple était infiniment compatissante. « Fierté, Lady Whitcomb, fierté et peur de la disgrâce. Le colonel Harrington croyait qu'il protégeait son héritage, l'honneur de sa famille, mais ce faisant, il est devenu ce qu'il méprisait le plus. » Félix Brand se leva soudainement, la colère éclatant sur son visage. « Et qu'en est-il de nous autres, hein? Et qu'en est-il de toutes ces discussions sur moi, d'Alice, de Lady Whitcomb, traitées comme des suspects ?» Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. « Il est très rare, Monsieur Brand, » dit-elle calmement, « qu'un meurtre de village n'affecte que les coupables. Dans un endroit aussi soudé que Chipping Edgecombe, chaque secret caché, chaque émotion réprimée remonte à la surface. L'injustice, les vieux ressentiments, les ambitions, tout cela ressurgit. Et cela aussi, il faut y faire face. » Félix ouvrit la bouche pour rétorquer, puis se ravisa et s'assit lourdement. Miss Marple se tourna une fois de plus vers la pièce. « J'espère, » a-t-elle dit, « qu'une fois la vérité révélée, le village pourra commencer à guérir. » Il n'y a eu ni applaudissements, ni acclamations, seulement le silence profond et lourd de la compréhension. L'inspecteur Graves s'avança pour conclure. Le colonel Harrington a avoué en privé les faits essentiels. Des accusations formelles seront portées contre lui, mais des dispositions ont été prises pour que l'affaire soit menée dans la discrétion. Il hésita puis ajouta d'un ton bourru « Merci en grande partie à Miss Marple. » Il y eut un murmure d'accord, réticent de la part des uns, reconnaissant de la part des autres. Miss Marple reprit sa place, ramassant son tricot comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Et c'est ainsi que la réunion s'est dispersée. Un par un, les villageois ont dérivé dans le doux crépuscule, emportant avec eux un mélange de honte, de chagrin et, peut-être, un faible espoir de jours meilleurs. Miss Marple s'attarda encore un moment dans la pièce désormais calme. Elle pensa au colonel Harrington, autrefois un héros, aujourd'hui déchu, de Madame Redfern, dont la folle loyauté l'avait presque damné, de Victor Denham, dont la cupidité et l'ambition l'avaient conduit à une fin fatale. Le mal, pensa-t-elle, n'a jamais été aussi simple que les gens aimaient le croire. Il avait plusieurs visages, certains héroïques, certains désespérés, certains simplement insensés. Mais en fin de compte, c'était toujours la même chose, une trahison de la décence humaine, un rejet des vertus tranquilles, l'honnêteté, la compassion, l'humilité. Elle plia soigneusement son tricot dans son panier et se leva. Dehors, les premières étoiles commençaient à percer le ciel du soir. Demain, la vie reprendrait. Chipping Edgecombe rirait encore, célébrerait encore. Mais sous les rires, Miss Marple le savait. Il resterait un souvenir discret. Un rappel que même dans les endroits les plus sûrs, l'obscurité peut éclater sans être vue. Et cela parfois seuls ceux qui comprenaient les fragilités de la nature humaine, qui regardaient avec des yeux calmes et patients, pouvaient vraiment voir la vérité. Les semaines qui suivirent le retrait discret du colonel Harrington de Chipping Edgecombe se passèrent lentement, comme si le village lui-même guérissait d'une blessure profonde et invisible. Le scandale n'a été évoqué soigneusement, prudemment, qu'à huis clos et à voix basse. En public, la vie reprit son rythme ordonné et ordonné. Les cloches des églises sonnaient chaque dimanche comme toujours. Le garçon d'épicier faisait ses livraisons en sifflant dans les ruelles. Le Women's Institute s'est occupé de planifier le bazar de Noël, déterminé à ce que les offres de cette année surpassent celles de Lower Medcombe. Mais les rires des villageois étaient plus calmes et leurs regards un peu plus aigus.
L'innocence de Chipping Edgecombe, telle qu'elle était, avait été brisée. Et même si la fissure était recouverte de peinture fraîche et de bonnes intentions, elle ne serait pas vraiment réparée. Miss Marple l'a compris. Elle se déplaçait parmi ses voisins, avec le même sourire doux et les mêmes demandes aimables, mais elle voyait les courants sous-jacents, la façon dont Madame Redfern était traitée avec une politesse fragile qui ne serait plus jamais une véritable amitié, la façon dont Félix Brand, autrefois audacieux et ambitieux, restait désormais seul, évitant les longues conversations, la façon dont Lady Whitcomb s'est retirée plus loin dans son domaine, organisant moins de garden parties et faisant moins d'apparitions caritatives. C'était dans la nature des petits villages, pensait Miss Marple, de survivre à de telles tragédies en les absorbant dans leur mémoire collective, comme une vieille cicatrice qui faisait encore mal avant une tempête. Un après-midi frais, elle était assise dans le cimetière, son châle serré autour de ses épaules, son tricot sur ses genoux. Les feuilles d'automne rouge feu et or descendaient des grands chênes, tapissant le sol d'une couche épaisse et feutrée. Alice Portman s'approcha avec hésitation, un panier de roses, tardive dans les bras. « Miss Marple, » dit-elle timidement, « puis-je m'asseoir avec vous ?»« Bien sûr, ma chère, » dit Miss Marple en tapotant le banc à côté d'elle. Pendant quelques instants, ils restèrent assis dans un silence amical, le bourdonnement tranquille de la vie du village tout autour d'eux, le cliquetis lointain des tasses de thé du presbytère, le doux hennissement d'un poney dans l'enclos le plus éloigné. Alice tordait une rose entre ses doigts. « Pensez-vous, dit-elle enfin, que les choses seront un jour comme avant ?» Miss Marple sourit un peu tristement. « Les choses, dit-elle, ne sont plus vraiment les mêmes après un grand chagrin, mais elles continuent, et avec le temps, les gens trouvent un nouveau bonheur, différent peut-être, mais tout aussi réel. » Alice resta silencieuse pendant qu'un moment absorbant cela. « Il me manque, dit-elle soudainement. Victor, même s'il n'était pas parfait. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Nous ne pouvons pas toujours choisir de qui nous prenons soin, a-t-elle déclaré. Mais nous pouvons choisir comment nous nous en souvenons. » Alice hocha la tête, essuyant une larme du dos de sa main. Miss Marple la regarda s'éloigner à travers le green, les roses tardives éclatant sur sa jupe sombre. Oui, la vie continuerait. Il y aurait des mariages, des baptêmes, des fêtes et des funérailles. Il y aurait de petites disputes et de grandes gentillesses. Il y aurait des chuchotements, des scandales et des secrets, comme il y en avait toujours eu. Et peut-être, pensa Miss Marple, ce n'était pas si grave de se rappeler, de temps en temps, que les ténèbres existaient, car cela rendait la lumière encore plus brillante. Au Rose and Crown, les habitués avaient repris place près du feu. M. Sims le boucher, Madame Calthorpe, Peter Mudge, tous retournèrent à leurs endroits familiers, leur conversation prudente, d'abord puis revenant peu à peu pour parler de la récolte, de la hausse du prix des semences, et de qui courtisait qui Félix Brand passait toujours, même s'il buvait seul maintenant, et personne ne le serrait de trop près. Il y avait une nouvelle règle tacite. Certains sujets et certains noms n'étaient plus évoqués. Au presbytère, Madame Redfern a trouvé un nouveau but en s'occupant des fleurs de l'église et en Minsersrondia, organisant des collectes de charité. Son visage restait tiré, ses rires étaient rares, mais elle avançait avec une sorte d'humble pénitence qui lui valait, sinon le pardon, du moins l'acceptation. Le révérend Redfern, digne et gentil, n'a jamais évoqué les événements à haute voix. Mais dans ses sermons, il parlait désormais plus souvent de miséricorde, de comprendre la fragilité humaine, de la façon dont même les meilleures intentions, si elles sont motivées par la peur, peuvent conduire à la ruine. La congrégation réécoutait un peu plus attentivement qu'auparavant. L'inspecteur Graves, pour sa part, présenta un rapport soigné à ses supérieurs. Il n'a pas mentionné le nom de Miss Marple. Les chaînes officielles reconnaissaient rarement l'aide. D'amateur.
Mais en privé, il a déclaré au sergent Wilkes que cette vieille dame pourrait enseigner à Scotland Yard une ou deux choses sur la résolution de crimes. Il retourna à son quartier général avec un secret sentiment de soulagement, heureux de laisser derrière lui Chipping Edgecombe et ses émotions enchevêtrées. Miss Marple, cependant, est restée, comme elle l'a toujours fait, regarder. Écoute. Compréhension, pas. Par une soirée fraîche, alors qu'elle était assise près de son petit feu, Miss Marple reçut une lettre d'un vieil ami à Londres, un commissaire à la retraite, qui lui demandait occasionnellement son avis sur des questions délicates. Il y avait, écrit-il, un curieux petit problème impliquant un testament manquant, un héritage contesté et une mort inopportune. Miss Marple envisagerait-elle une courte visite en ville? Elle sourit en pliant soigneusement la lettre. L'aventure, semblait-il, était encore appelée de temps en temps, même pour une vieille dame d'un village tranquille. Et qui était-elle pour refuser? Elle posa la lettre de côté, reprit son tricot et continua à travailler. Ses aiguilles clignotaient doucement à la lueur du feu. Dehors, les étoiles brillaient froidement et clairement au-dessus de Chipping Edgecombe. Et même si des ombres se cachaient, comme c'était toujours le cas, Miss Marple savait qu'elle serait prête, car le mal, comme les saisons, allait et venait. Mais mon Dieu aussi. Et elle, Miss Jane Marple, continuerait à le retrouver, à le protéger, et si nécessaire, à le défendre. Le tout avec ses mains douces, ses yeux perçants et sa compréhension inébranlable de la nature humaine. Les premières gelées s'installèrent sur Chipping Edgecombe le matin après que Miss Marple eut reçu sa lettre de Londres. Les haies brillaient d'argent. Les toits portaient un délicat éclat de glace. Du clocher de l'église, une fine volute de fumée s'élevait sur le ciel pâle. C'était un jour de nouveau départ, même si, comme Miss Marple le savait bien, les vrais débuts exigeaient toujours d'abord une fin. À la table du petit déjeuner, elle réfléchit aux événements étranges qui avaient secoué leur paisible village, la mort tragique de Victor Denham, la révélation des secrets de longue date du colonel Harrington et l'amère vérité selon laquelle même les héros pouvaient tomber lorsque l'orgueil l'emportait sur la vertu. Miss Marple n'était pas étrangère aux déceptions de la nature humaine. Pourtant, en beurrant son toast, elle se rendit compte qu'elle ne ressentait pas de désespoir, seulement une sorte de sagesse résignée. Après tout, les gens étaient infiniment stupides et infiniment fascinants. C'était la danse sans fin, de la faiblesse et de la rédemption qui rendait la vie si digne d'être observée. On frappa doucement à la porte. C'était Alice Portman, les joues roses de froid, portant un petit bouquet de chrysanthèmes tardifs. « Je pensais, » dit timidement Alice. « Vous aimeriez peut-être ça, Miss Marple. »« Comme c'est gentil, » dit Miss Marple, acceptant les fleurs avec un sourire chaleureux. Ils restèrent assis quelques instants dans un silence confortable, sirotant, un thé faible au coin du feu. Au bout d'un moment, Alice demanda d'une voix qui contenait encore une note d'émerveillement. « Comment le saviez-vous, Miss Marple? Comment avez-vous vu ce qu'aucun d'entre nous ne pouvait voir, Miss Marple ?» Souris doucement. « C'est très simple, ma chérie, dit-elle. Les gens ressemblent beaucoup au modèle de tricot. Vous voyez un point lâche, un fil qui tombe. Et si vous le suivez attentivement, patiemment, cela vous mène toujours au défaut du dessin. » Alice hocha la tête, même s'il était clair qu'elle ne comprenait pas très bien. Cela ne dérangeait pas Miss Marple. Rares sont ceux qui l'ont vraiment fait. À la fin de cette semaine, le village avait commencé prudemment à regarder vers l'avenir. Les plans pour le spectacle de Noël ont repris. Les cloches des églises répétaient leur chant de Noël. Les enfants répétaient leur partie de la nativité, leur voix criarde d'excitation. Miss Marple s'occupait de son jardin, maintenant nu et se reposant pour l'hiver, et échangeait de légers potins dans les magasins, en prenant soin de ne pas attiser les blessures persistantes. La guérison, elle le savait, prenait du temps et une attention délicate. L'inspecteur Graves a envoyé une brève note de remerciement de la ville, reconnaissant, avec autant de mots que sa fierté le permettait, l'aide inestimable apportée au cours de l'enquête.
Félix Brand a discrètement mis en vente ses petites propriétés et a parlé de rechercher des opportunités commerciales à Londres. Lady Whitcomb, bien qu'ébranlée, continue de présider les œuvres caritatives locales d'une main de fer, sa fierté blessée mais intacte. Madame Redfern, a-t-on dit, a accepté un poste de femme de ménage pour un cousin éloigné dans le Devon, quittant Chipping Edgecombe tranquillement et sans fanfare. C'était peut-être le meilleur résultat possible pour elle. Et le colonel Harrington, l'homme qui avait autrefois été admiré, puis plaint, puis condamné, s'est évanoui dans l'obscurité, un récit édifiant murmuré sur les tables à thé pendant des années à venir. Par un matin frais, Miss Marple se promenait sur la pelouse du village, ses pas légers sur l'herbe gelée. Au fond du green, elle s'arrêta sous le grand if et regarda le village qu'elle avait connu toute sa vie. D'une manière ou d'une autre, il était plus petit après tout ce qui s'était passé, et pourtant, à sa manière obstinée, il était durable. La vie n'a jamais été parfaite. Le mal trouverait toujours le moyen de s'infiltrer, même dans les jardins les plus ordonnés. Mais la bonté perdurerait également, silencieuse, têtue, souvent inaperçue, et c'était suffisant. Miss Marple se retourna et rentra chez elle, son sac à tricot se balançant doucement à ses côtés. Déjà, elle pensait à son prochain voyage à Londres, au curieux problème du testament disparu évoqué par son vieil ami. Les ennuis, pensa-t-elle affectueusement, avaient un moyen de la retrouver, mais elle était prête, comme toujours. Car là où il y avait des gens, il y aurait des secrets, et là où il y avait des secrets, il faudrait que quelqu'un démêle patiemment, tranquillement et avec une compréhension infinie, la vérité. Quelqu'un comme Jane Marple.